History Secrets. Au cours des dernières décennies, l'une des régions les plus stratégiques de la planète est devenue le théâtre de tensions croissantes, la mer de Chine méridionale. C'est là que passe l'une des routes maritimes les plus importantes du commerce mondial. Les navires transportent du pétrole, des aliments, de la technologie et des matières premières entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Toute interruption de ce flux aurait des conséquences globales. Pour comprendre pourquoi cette région est devenue si sensible, il est nécessaire d'examiner la position géographique de la Chine. Une grande partie de l'accès maritime chinois est entourée par une chaîne d'îles qui inclut le Japon, Taïwan, les Philippines et d'autres nations. Cette structure géopolitique est connue sous le nom de première chaîne d'îles. Elle fonctionne en pratique comme un goulet d'étranglement stratégique. Au fin d'Oyuan à Asia-Japaos. Si une puissance navale dominante contrôlait complètement cette chaîne d'îles, elle pourrait limiter l'accès de la Chine à l'océan ouvert. Cela aurait des implications énormes. L'économie chinoise dépend fortement du commerce international. Une part significative de sa nourriture est importée. Une grande partie du pétrole provient également de l'extérieur. Et de nombreuses routes passent par un point extrêmement sensible. Le détroit de Malacca. Au fin d'Oyuan à Asia-Japaos. Pour cette raison, les stratèges chinois considèrent comme vital de garantir une présence militaire et politique en mer de Chine méridionale. Il ne s'agit pas seulement d'expansion territoriale, mais de sécurité économique à long terme. Dans le même temps, l'équilibre des pouvoirs dans la région a historiquement été influencé par une autre puissance. Les États-Unis. Pendant des décennies, la présence militaire américaine a fonctionné comme un facteur de stabilité pour certains pays de la région, mais aussi comme un élément de tension pour d'autres. Certains analystes pensent que cet équilibre pourrait changer dans les prochaines décennies. Si l'influence américaine dans la région diminue, de nouvelles dynamiques stratégiques pourraient émerger. Parmi elles, un rôle plus actif du Japon. Le Japon possède l'une des marines les plus avancées du monde. Historiquement, il a également eu une forte présence militaire en Asie de l'Est et du Sud-Est. Au cours du XXe siècle, les conflits entre le Japon et la Chine ont profondément marqué l'histoire de la région. Cette mémoire historique influence encore la pensée stratégique des deux pays. Aujourd'hui, l'un des points les plus délicats de ce scénario est Taïwan. L'île occupe une position géographique extrêmement stratégique. Elle se situe précisément au centre de la première chaîne d'îles. Pour la Chine, Taïwan est considéré comme faisant partie de son territoire historique. Pour de nombreux autres pays, l'île possède un système politique indépendant qui doit être préservé. Cette impasse crée l'un des plus grands défis géopolitiques du XXIe siècle. Tout conflit impliquant Taïwan pourrait engager plusieurs puissances et potentiellement modifier tout l'équilibre des pouvoirs dans l'Indo-Pacifique. Un autre facteur qui influence le calcul stratégique régional est la démographie. Plusieurs pays d'Asie de l'Est font face à un vieillissement rapide de leur population. Le Japon, la Corée du Sud et même la Chine. Des taux de fécondité très bas signifient moins de travailleurs à l'avenir, moins de croissance économique et aussi moins de capacité de mobilisation militaire à long terme. Cette réalité démographique influence profondément la planification stratégique de ces nations. Pour certains analystes, cette fenêtre démographique crée un sentiment d'urgence dans certains pays. Si une nation estime que sa position relative pourrait s'affaiblir dans les prochaines décennies, elle peut ressentir une pression pour agir avant que ce déclin ne se produise. En même temps, différentes cultures politiques possèdent des visions distinctes du pouvoir global. La tradition stratégique occidentale met souvent l'accent sur la compétition directe entre grandes puissances. Ascension, déclin, remplacement des hégémonies. Mais certains courants de pensée politique asiatiques mettent l'accent sur un autre modèle. Un système international davantage fondé sur l'équilibre et la réciprocité, plutôt que sur la domination directe. Dans la tradition culturelle chinoise, par exemple, existe l'idée de Zhongguo, souvent traduite comme Yoge royaume du milieu Yo.
Cette expression reflète une vision historique dans laquelle la Chine se perçoit comme un centre civilisationnel, mais pas nécessairement comme un empire expansionniste global. Historiquement, de nombreuses dynasties chinoises ont privilégié la stabilité interne et le commerce régional, plutôt que l'expansion territoriale permanente. Cette tradition influence encore une partie du discours diplomatique contemporain. Ces dernières années, les dirigeants chinois ont promu des concepts comme le multilatéralisme et la coopération économique, des initiatives commerciales mondiales, des partenariats stratégiques, des organisations internationales alternatives. Mais l'interprétation de ces initiatives reste un sujet de débat international. Certains observateurs y voient un modèle alternatif d'ordre mondial. D'autres pensent qu'elles représentent une nouvelle forme de projection de puissance. La vérité se situe probablement quelque part entre ces interprétations. La géopolitique est rarement simple. Elle implique l'histoire, la culture, l'économie et des perceptions stratégiques profondément enracinées. Ce qui est certain, c'est que l'équilibre mondial est en train de se transformer. De nouvelles puissances émergent. D'anciennes hégémonies font face à des défis. Et des régions stratégiques comme l'Indo-Pacifique deviennent de plus en plus centrales dans l'avenir de la politique internationale. Peut-être que les prochaines décennies révéleront quel modèle d'ordre mondial prévaudra. La compétition entre grandes puissances, ou la coopération entre multiples centres de pouvoir. Quel que soit le résultat, ce qui se passe aujourd'hui en mer de Chine méridionale pourrait n'être que le début d'une transformation beaucoup plus vaste. Une transformation qui pourrait redéfinir l'équilibre du monde au XXIe siècle. Si nous analysons la dynamique historique entre la Chine et le Japon, nous constatons que cette relation a toujours oscillé entre coopération économique et rivalité stratégique. Ces deux pays comptent parmi les plus grandes économies du monde. Mais ils portent aussi une histoire marquée par de profonds conflits. Au début du XXe siècle, le Japon est devenu une puissance militaire en Asie de l'Est. Son industrialisation rapide a permis la construction d'une armée moderne et d'une marine puissante. Au cours de cette période, le Japon a étendu son influence dans plusieurs régions d'Asie. Cette expansion a conduit à des confrontations directes avec la Chine. La mémoire de ces conflits continue d'exercer une forte influence sur la pensée stratégique de la région. Même des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les questions historiques continuent d'influencer la politique étrangère des deux pays. Aujourd'hui cependant, la rivalité prend des formes différentes. Au lieu de conquêtes territoriales directes, l'accent principal est mis sur l'influence économique, le contrôle des routes maritimes et la sécurité régionale. L'Indo-Pacifique est devenu le centre de cette rivalité. Dans ce contexte, Taïwan occupe une position stratégique décisive. L'île est située à un point clé entre le Japon et le continent asiatique. Contrôler ou influencer cette région signifie avoir un accès privilégié aux principales routes maritimes du Pacifique occidental. Ofan do Uan à Asia Japaos. C'est pourquoi toute modification du statut de Taïwan peut avoir des répercussions mondiales. Un conflit impliquant l'île n'affecterait pas seulement la Chine ou le Japon. Il pourrait impliquer plusieurs puissances internationales. Un autre élément fondamental dans ce calcul stratégique est le facteur démographique. Le Japon fait face à l'un des processus de vieillissement de la population les plus rapides au monde. Le taux de natalité a chuté de manière drastique au cours des dernières décennies. Cela signifie qu'à l'avenir, le pays pourrait disposer de moins de travailleurs et de moins de ressources humaines pour soutenir la croissance économique et les capacités militaires. Ofandoa, na Asia Japaos. Une situation similaire se produit dans d'autres économies d'Asie de l'Est. La Corée du Sud, la Chine, Taïwan. Toutes font face à des défis liés au déclin démographique. Ce phénomène démographique pourrait profondément modifier l'équilibre des pouvoirs régionaux dans les prochaines décennies. Les pays avec des populations vieillissantes font face à des pressions économiques et sociales importantes. Moins de jeunes, plus de retraités. Une pression accrue sur les systèmes de santé et de retraite. D'un autre côté, la Chine dispose encore d'un avantage démographique significatif. Même avec la baisse du taux de natalité,
sa base démographique reste bien plus importante que celle de plusieurs pays voisins. Cela lui donne une plus grande capacité d'adaptation à long terme. O Fandoea, na Asia Japaos. Ces différences démographiques influencent directement la pensée stratégique. Certains analystes pensent que les pays confrontés à un déclin démographique rapide peuvent ressentir une pression accrue pour résoudre des disputes géopolitiques avant que leur capacité ne diminue. En même temps, d'autres courants soutiennent que les changements démographiques peuvent encourager la coopération régionale. Les économies vieillissantes ont besoin de stabilité, de commerce, d'intégration économique. Dans ce contexte, la Chine a promu une vision d'un ordre international basé sur la coopération économique multilatérale. Des projets d'infrastructures, des partenariats commerciaux, des organisations internationales alternatives. Cette stratégie vise à accroître l'influence chinoise non seulement par des moyens militaires, mais aussi par l'interdépendance économique. Lorsque les pays dépendent économiquement les uns des autres, les conflits deviennent plus coûteux. Cependant, les critiques soutiennent que l'interdépendance peut également être utilisée comme un instrument de pression stratégique. Contrôle des chaînes d'approvisionnement, dépendance technologique, influence financière. OZ2S. La vérité est que le système international entre dans une phase de transition. Le modèle d'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale est remis en question. De nouveaux centres de pouvoir émergent. L'Asie en particulier est devenue l'un des principaux foyers de cette transformation. Une croissance économique rapide, une compétition technologique, des changements démographiques. Tout cela redessine l'équilibre mondial. En même temps, le monde est plus interconnecté que jamais. Le commerce international, les flux financiers, la communication numérique. Des crises régionales peuvent rapidement se transformer en défis globaux. C'est peut-être pour cette raison que les analystes suivent avec autant d'attention chaque mouvement dans la région Indo-Pacifique, car c'est là que pourraient se dessiner certains contours du prochain ordre mondial. Mais l'histoire enseigne quelque chose d'important. Les transformations géopolitiques suivent rarement des chemins prévisibles. Et les alliances changent. Les technologies émergent. Les dirigeants prennent des décisions inattendues. L'avenir de la région dépendra non seulement de calculs stratégiques, mais aussi de choix politiques, de capacités diplomatiques et de volonté de coopération internationale. Si les pays de la région parviennent à équilibrer la compétition avec le dialogue, il sera peut-être possible d'éviter des conflits majeurs. Dans le cas contraire, les tensions accumulées pourraient produire des moments de rupture. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le leadership régional, mais la stabilité de l'une des régions les plus importantes pour l'économie mondiale. Peut-être que les prochaines décennies révéleront si l'Indo-Pacifique deviendra un espace de rivalité croissante, ou un laboratoire de coopération entre grandes puissances. Car, au final, le destin de cette région pourrait influencer le destin du système international lui-même. Tout au long de ce documentaire, nous avons exploré des preuves, des récits et des découvertes qui tentent d'expliquer cet événement historique. Mais une question reste sans réponse. Si tout s'est déroulé exactement comme nous le pensons, alors pourquoi existe-t-il autant de récits contradictoires? Pourquoi certains détails semblent-ils avoir disparu de l'histoire officielle? Peut-être parce que ce mystère n'a pas encore été entièrement résolu. Et peut-être qu'il existe encore des indices en attente d'être découverts. Ceci était History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Nous vivons un moment de tension énorme dans le système international. Et certaines analyses suggèrent que nous entrons dans une période qui rappelle dangereusement les moments ayant précédé les grandes guerres mondiales. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de changer exactement dans le monde?
Une interprétation possible part de l'observation que l'ordre international construit après la guerre froide est en train de se dissoudre. Pendant des décennies, les États-Unis se sont perçus comme le principal garant d'un ordre international fondé sur des règles. Dans ce système, les institutions multilatérales et les alliances militaires fonctionnaient comme des mécanismes de coordination globale. Les États-Unis agissaient comme une sorte d'arbitre. Ou, comme le disent certains critiques, comme le policier de cet ordre. Mais, selon certaines analyses récentes, cette vision change rapidement. Des documents stratégiques, publiés par le gouvernement américain lui-même, indiquent une transition claire. La priorité ne serait plus de préserver un ordre international universel. La priorité serait de défendre des intérêts nationaux directs. Ce changement semble particulièrement évident dans la manière dont Washington a recommencé à mettre en avant un concept historique. La doctrine Monroe, une doctrine formulée dès le XIXe siècle. L'idée centrale de la doctrine Monroe était simple. L'hémisphère occidental devait rester sous l'influence stratégique des États-Unis. Les puissances extérieures ne devaient pas étendre leur présence politique ou militaire dans la région. Pendant longtemps, cette doctrine semblait avoir perdu de sa pertinence dans un monde globalisé. Mais certaines interprétations suggèrent qu'elle revient au centre de la stratégie américaine. Surtout face à la présence croissante de la Chine en Amérique du Sud. Ces dernières années, Pékin a considérablement augmenté ses investissements dans la région. Projets d'infrastructures, accords commerciaux, financement de grands projets. Pour de nombreux pays sud-américains, ces investissements représentent des opportunités de développement. Routes, ports, chemins de fer, projets énergétiques. Mais, d'un point de vue géopolitique, certains stratèges américains voient cette expansion avec une grande inquiétude. La présence économique pourrait, à l'avenir, se transformer en influence politique et stratégique. Et cela, selon cette lecture, représenterait une menace pour la primauté historique des États-Unis dans l'hémisphère occidental. C'est dans ce contexte que certains observateurs interprètent la montée des tensions autour du Venezuela. Ces dernières années, la région des Caraïbes a enregistré une présence navale américaine accrue. Des mouvements que certains analystes considèrent comme faisant partie d'une tentative de réaffirmer le contrôle stratégique sur la région. Cette situation crée un dilemme géopolitique délicat, car des pressions sur les pays de la région peuvent provoquer des réactions en chaîne. Les gouvernements sud-américains sont généralement très sensibles à tout signe d'intervention extérieure, surtout en raison de l'histoire des interventions politiques au XXe siècle. Ainsi, un conflit apparemment localisé pourrait produire des conséquences bien plus larges. Et cette possibilité de réaction en chaîne est précisément ce qui inquiète certains analystes. En même temps, un autre grand foyer de tension reste actif en Europe de l'Est. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est devenue l'un des conflits les plus importants de notre époque, et aussi un point central de la rivalité entre grandes puissances. Même lorsque certaines batailles entrent dans des phases de moindre intensité, le conflit reste inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Un contexte de compétition stratégique entre la Russie, l'OTAN et l'Union européenne. Certains analystes affirment que l'Europe craint qu'un accord de paix permette à la Russie de consolider des gains territoriaux. Et, par la suite, de réorganiser sa position stratégique dans la région. C'est pourquoi, selon cette interprétation, certains gouvernements européens défendent la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine, même face à d'énormes coûts économiques et politiques. Pendant ce temps, un troisième foyer de tension reste actif au Moyen-Orient. La rivalité entre Israël et l'Iran. Une rivalité qui se manifeste par des conflits indirects, des attaques limitées et des luttes d'influence régionale. Cet ensemble de crises simultanées soulève une question inquiétante. Le système international est-il en train d'entrer dans une phase de transition structurelle? Une phase où l'ordre global construit après la guerre froide cesse de fonctionner? Historiquement, les moments de transition de puissance sont souvent des périodes dangereuses. Lorsque la distribution du pouvoir entre grandes puissances change rapidement, le système international a souvent du mal à s'adapter. Pendant des décennies, le monde a vécu sous un ordre largement dominé par une seule puissance,
Mais cette configuration semble évoluer vers quelque chose de plus complexe. Un système multipolaire, avec plusieurs centres de pouvoir en compétition simultanée. Dans ce type de scénario, de nouveaux dilemmes apparaissent. Comment établir des règles acceptées par tous? Comment garantir une stabilité stratégique? Comment éviter que des conflits régionaux ne se transforment en confrontations globales? Ces questions n'ont pas encore de réponse claire. Et cela renforce le sentiment d'incertitude que de nombreux observateurs perçoivent dans le paysage international. Certaines narrations politiques tentent de simplifier cette réalité complexe, en transformant des conflits géopolitiques en histoires morales simples, le bien contre le mal, la démocratie contre l'autoritarisme, la civilisation contre la barbarie. Mais des analyses plus stratégiques suggèrent que la réalité est souvent bien plus complexe. Les grandes puissances n'agissent que rarement uniquement par des principes idéologiques. Elles répondent aussi à des intérêts stratégiques, ressources, routes commerciales, équilibre de pouvoir. Et lorsque différentes puissances estiment que leur sécurité ou leur prospérité est menacée, le risque de conflit augmente, même lorsque personne ne souhaite une guerre totale. C'est un schéma récurrent dans l'histoire. Presque toutes les grandes guerres ont commencé comme des conflits limités, des disputes régionales, des crises diplomatiques, des interventions apparemment contrôlées. Mais progressivement, de nouvelles alliances étaient activées, de nouveaux acteurs étaient impliqués, et l'escalade devenait de plus en plus difficile à contrôler. Cette dynamique soulève une question inquiétante. Le monde actuel est-il en train d'évoluer vers un scénario similaire? Ou existe-t-il encore des mécanismes capables d'éviter une escalade globale? Cette question reste ouverte. Et c'est peut-être précisément cette incertitude qui définit le moment historique que nous vivons. La transformation du système international ne concerne pas seulement des conflits isolés. Elle concerne quelque chose de plus profond. Un changement structurel dans la manière dont le pouvoir est distribué sur la planète. Pendant une grande partie de la période post-guerre froide, le système international a été dominé par une seule puissance, les États-Unis. Leur supériorité militaire, technologique et financière a créé une structure globale relativement stable, mais aussi profondément asymétrique. Cette période est souvent décrite comme le moment unipolaire de l'histoire. Une phase durant laquelle Washington possédait la capacité de projeter sa puissance dans presque toutes les régions du monde et d'influencer directement les principales institutions internationales. Cependant, au cours des 2 dernières décennies, cette structure a commencé à changer. De nouveaux centres de pouvoir ont émergé, en particulier en Eurasie. La Chine s'est transformée en l'une des plus grandes puissances industrielles de l'histoire. Son économie est devenue centrale pour les chaînes de production mondiales. Et sa présence financière s'est étendue à des dizaines de pays. Dans le même temps, la Russie a cherché à reconstruire sa capacité stratégique après l'effondrement de l'Union soviétique, en renforçant ses forces militaires, en réorganisant sa politique étrangère, et en recherchant de nouveaux partenaires géopolitiques. Ce processus a conduit de nombreux analystes à parler d'une nouvelle configuration du pouvoir, un système multipolaire, où plusieurs puissances se disputent l'influence simultanément. Mais cette transition soulève un problème classique de la géopolitique. Comment les puissances établies réagissent-elles à l'émergence de nouveaux rivaux? Historiquement, ce type de moment génère souvent des tensions intenses. Certaines interprétations suggèrent que nous observons quelque chose de similaire aujourd'hui. Une compétition stratégique de plus en plus intense entre blocs de puissance. D'un côté, l'axe atlantique traditionnel, les États-Unis et leurs alliés européens. De l'autre côté, un rapprochement croissant entre les puissances du continent eurasiatique, Russie, Chine, Iran, et, dans certains contextes, l'Inde et d'autres économies émergentes. Ce rapprochement ne signifie pas nécessairement une alliance parfaite. Ces pays ont des intérêts différents et sont souvent en concurrence entre eux. Mais ils partagent une préoccupation commune: éviter qu'une seule puissance domine le système international.
Dans ce contexte, un concept géopolitique ancien a retrouvé de l'importance. La théorie du Heartland. Formulée au début du XXe siècle par le géographe britannique Alfred Mackinder, cette théorie suggérait que le contrôle du centre de l'Eurasie pourrait déterminer l'équilibre global des puissances. Selon cette vision, celui qui contrôlerait le cœur du continent eurasiatique disposerait d'un avantage stratégique décisif. Pendant des décennies, les stratèges britanniques et américains ont interprété cette idée comme un avertissement. Aucune puissance ne devait dominer le continent eurasiatique. Sinon, elle pourrait combiner d'immenses ressources naturelles, une population massive et une infrastructure continentale, créant une force capable de rivaliser avec n'importe quelle puissance maritime. Selon certaines interprétations historiques, cette logique a influencé plusieurs stratégies de containment au cours du XXe siècle. D'abord contre l'Allemagne, puis contre l'Union soviétique, et maintenant, possiblement, face à l'ascension chinoise. Dans ce contexte, l'Eurasie redevient le principal échiquier stratégique de la planète. Un espace où différents projets d'intégration économique sont en concurrence. La Chine promeut son initiative des nouvelles routes de la soie. Un vaste réseau d'infrastructures reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Chemins de fer, ports, corridors logistiques. La Russie, de son côté, cherche à renforcer des routes énergétiques et des corridors commerciaux traversant son territoire. Relie le nord de l'Eurasie au sud du continent. Et au centre de ces routes stratégiques, apparaît un pays d'une importance géopolitique majeure. L'Iran. De nombreux projets d'intégration régionale passent par le territoire iranien. Corridors commerciaux entre l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Route reliant la Russie à l'océan Indien. Projet connectant l'Inde, l'Europe et le Moyen-Orient. Pour cette raison, certains analystes considèrent l'Iran comme un véritable pivot géopolitique. Un point d'intersection entre différents systèmes commerciaux continentaux. Si ces réseaux économiques se consolident, ils pourraient réduire la dépendance mondiale aux routes maritimes traditionnelles. Des routes historiquement dominées par des puissances navales. Et cela soulève une question stratégique profonde. Si un système commercial continental se renforce en Eurasie, quel sera le rôle des puissances maritimes traditionnelles? Certains analystes affirment que ce scénario représente l'un des plus grands défis géopolitiques du XXIe siècle, car il pourrait transformer complètement la structure économique mondiale. Et lorsque de grandes transformations structurelles se produisent dans le système international, le risque de conflit augmente. Pas nécessairement parce que quelqu'un souhaite la guerre, mais parce que différentes puissances perçoivent des menaces existentielles. C'est à ce moment que de nombreux observateurs commencent à parler d'un possible cycle historique. Des moments où les systèmes internationaux entrent en crise, et où de nouveaux ordres mondiaux doivent émerger. Tout au long de l'histoire, ces transitions se sont rarement déroulées de manière paisible. Elles ont souvent été accompagnées de grands conflits, des guerres qui ont redéfini les frontières, réorganisé les alliances, et créé de nouvelles règles internationales. Mais cela ne signifie pas qu'un conflit global soit inévitable. L'histoire n'est pas un destin prédéterminé. Les sociétés apprennent. Les institutions évoluent. Et les dirigeants politiques peuvent choisir des chemins différents. Malgré cela, les signes de tension croissante dans plusieurs régions du monde amènent de nombreux analystes à observer le présent avec inquiétude. Car lorsque plusieurs crises s'accumulent simultanément, le système international devient plus fragile. De petits événements peuvent déclencher de grandes réactions. Et des alliances complexes peuvent transformer des conflits locaux en affrontements beaucoup plus vastes. C'est la logique que de nombreux historiens identifient lorsqu'ils étudient le début des grandes guerres du passé. Des événements apparemment isolés, qui ont déclenché des processus difficiles à contenir. La grande question qui demeure est simple. Le monde parviendra-t-il à traverser cette transition sans répéter les erreurs de l'histoire? Ou sommes-nous seulement au début d'une nouvelle phase de confrontation entre grandes puissances?
Cette réponse est encore en train de s'écrire, par les événements du présent, et par les décisions que les dirigeants et les sociétés prendront dans les années à venir. Lorsque nous analysons l'histoire des grandes puissances, un schéma apparaît de manière répétée. Les moments de grande transformation se produisent rarement sans tension. Et souvent, ces tensions émergent précisément lorsqu'un ordre international commence à perdre sa stabilité. Pendant des décennies, le système international a fonctionné selon un ensemble de règles relativement claires. Même avec des conflits régionaux, il existait une structure globale relativement prévisible. Institutions multilatérales, accords économiques, équilibre militaire. Mais lorsque de nouvelles puissances émergent, cet équilibre commence à changer, et les règles qui semblaient naturelles commencent à être remises en question. Certains analystes affirment que nous vivons exactement ce type de moment historique, une phase dans laquelle différents centres de pouvoir redéfinissent leur position et cherchent une plus grande autonomie au sein du système international. Cela devient particulièrement visible lorsque l'on observe la croissance de blocs économiques alternatifs. Parmi eux, l'un des plus discutés actuellement est le groupe connu sous le nom de BRICS. Formé initialement par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ce groupe attire de plus en plus l'intérêt d'autres pays, surtout parmi les économies émergentes. Pour beaucoup de ces pays, les BRICS représentent une tentative d'équilibrer la structure financière mondiale, en créant des institutions alternatives, des systèmes de financement propres et de nouveaux mécanismes de coopération économique. Cette tendance apparaît également dans les discussions sur le commerce international. Plusieurs pays cherchent à réduire leur dépendance à une seule monnaie dominante dans les transactions mondiales. Un changement qui, s'il progresse de manière significative, pourrait transformer profondément le fonctionnement du système financier international. Cela s'explique par le fait que la monnaie utilisée dans le commerce mondial a un impact stratégique énorme. Elle permet de financer des déficits, d'influencer les flux de capitaux, et de projeter une puissance économique bien au-delà des frontières nationales. Lorsque des pays commencent à explorer des alternatives à ce système, ils ne prennent pas seulement des décisions financières. Ils redessinent aussi l'équilibre du pouvoir mondial. Cette transformation se produit en même temps que des conflits régionaux restent actifs dans différentes parties du monde. Et ces conflits sont souvent liés à des rivalités plus larges entre grandes puissances. Au Moyen-Orient, par exemple, des rivalités historiques continuent de générer de l'instabilité. La relation entre Israël et l'Iran reste l'une des plus sensibles du système international. Conflits indirects, lutte d'influence, opérations militaires limitées. Tout cela crée un environnement où de petites escalades peuvent rapidement provoquer des crises plus importantes. En même temps, de nouvelles alliances régionales se forment. Et de grands projets économiques commencent à traverser des régions historiquement instables. Lorsque des routes commerciales stratégiques passent par des zones de conflit, le risque géopolitique augmente, car différentes puissances commencent à considérer ces territoires comme des points critiques de sécurité. Cela nous conduit à un autre schéma historique important. L'idée que les guerres commencent souvent comme des opérations limitées, mais finissent par s'étendre de manière inattendue. Les gouvernements croient souvent qu'ils peuvent contrôler l'escalade, qu'un conflit sera court, ou qu'il restera limité à une zone spécifique. Mais l'histoire montre que la réalité suit rarement ce scénario. Des alliances s'activent, des réactions politiques apparaissent, des pressions internes augmentent. Et ce qui a commencé comme une crise localisée peut rapidement impliquer plusieurs pays. C'est exactement ce type de dynamique qui a marqué le début de la Première Guerre mondiale. À l'époque, de nombreux dirigeants pensaient que le conflit serait bref. Une guerre rapide, limitée. Mais une chaîne d'alliances militaires a transformé la crise initiale en un conflit continental, puis en une guerre mondiale. Aujourd'hui, certains analystes craignent que le système international accumule à nouveau des points de tension similaires. Conflits régionaux, rivalités économiques, transformations structurelles dans l'équilibre du pouvoir.
Aucun de ces facteurs, pris isolément, ne conduit nécessairement à une guerre mondiale. Mais lorsqu'ils se produisent simultanément, le système international devient plus instable. Cette instabilité crée un environnement où les erreurs de calcul deviennent plus dangereuses. Des décisions prises en période de crise peuvent avoir des conséquences bien plus importantes que prévues. Et c'est précisément pour cela que tant d'analystes observent le scénario mondial avec une attention croissante. Car nous vivons un moment de transformation profonde. L'ordre international créé après la fin de la guerre froide semble entrer dans une phase de transition. Une phase dans laquelle les nouvelles règles ne sont pas encore pleinement définies. Et tant que ces règles ne sont pas consolidées, le monde traverse une période d'incertitude. Une période où différents projets de puissance coexistent et entrent en concurrence. Dans ce type de moment historique, l'avenir reste ouvert. Certaines transitions mènent à de nouvelles formes de coopération. D'autres conduisent à des confrontations prolongées. La grande question est de savoir quel chemin le monde choisira, et si les dirigeants actuels seront capables de traverser cette transition sans répéter les tragédies du passé. Car l'histoire montre clairement une chose. Les grandes transformations mondiales mettent toujours à l'épreuve la capacité des sociétés à éviter l'escalade des conflits. Et c'est précisément cette épreuve qui semble se dresser devant nous aujourd'hui. Mais il existe un point spécifique de cette transformation globale qui commence à attirer de plus en plus d'attention. L'Amérique du Sud. Une région qui pendant longtemps est restée relativement éloignée des grands conflits entre puissances, mais qui commence maintenant à acquérir un poids stratégique croissant. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Ressources naturelles, routes commerciales, et aussi par la position géopolitique de la région dans l'hémisphère occidental. Parmi tous les pays de la région, le Brésil occupe un rôle particulièrement important. Sa taille territoriale, son poids économique et sa capacité agricole et énergétique. Tout cela fait du pays un acteur central dans l'équilibre régional. Dans le même temps, les relations commerciales entre le Brésil et la Chine ont connu une croissance extraordinaire au cours des dernières décennies. La Chine est devenue le principal partenaire commercial du Brésil, en achetant de grandes quantités de produits agricoles, de minerais et d'autres ressources stratégiques. Cette relation a profondément transformé le commerce international du Brésil, en particulier dans le secteur agricole. Pendant longtemps, les États-Unis étaient les principaux fournisseurs de soja pour le marché chinois, mais les tensions commerciales entre Washington et Pékin ont ouvert la voie à de nouveaux fournisseurs. Dans ce contexte, le Brésil a commencé à jouer un rôle fondamental. La demande chinoise en produits alimentaires a augmenté rapidement, et l'agro-industrie brésilienne a répondu en élargissant sa production et ses exportations. Cette transformation a renforcé la relation économique entre les deux pays, mais elle a aussi apporté des implications géopolitiques importantes. Lorsque de grands flux commerciaux se consolident entre des pays, ils créent des réseaux d'intérêt économique. Et ces réseaux finissent souvent par influencer des décisions politiques et stratégiques. Pour certains analystes, cela signifie que l'Amérique du Sud est devenue une pièce importante dans la rivalité mondiale entre grandes puissances, en particulier entre les États-Unis et la Chine. La Chine cherche à garantir l'accès aux ressources naturelles et aux marchés. Les États-Unis cherchent à préserver leur influence historique dans l'hémisphère occidental. Ce scénario crée un environnement délicat pour les pays de la région, car ils doivent équilibrer des intérêts économiques et des pressions stratégiques. L'une des sources potentielles de tension mentionnées par certains analystes concerne le Venezuela. Le pays possède certaines des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Historiquement, le Venezuela occupe également une position géographique sensible dans les Caraïbes, une région proche du territoire américain et importante pour les routes maritimes. Pour cette raison, les changements politiques ou les conflits impliquant le Venezuela attirent souvent l'attention internationale et peuvent générer des réactions de différents acteurs régionaux.
Certains scénarios hypothétiques discutés dans les analyses géopolitiques envisagent la possibilité d'escalade impliquant ce pays. Intervention limitée, pression diplomatique ou conflit indirect. Si une crise de ce type s'intensifiait, d'autres pays de la région pourraient se retrouver impliqués, que ce soit par des alliances politiques ou par des préoccupations liées à la stabilité régionale. Dans ce contexte, le Brésil pourrait faire face à un dilemme stratégique: rester neutre, agir comme médiateur, ou s'aligner avec certains blocs de pouvoir. Ce ne serait pas une décision simple, car chaque choix aurait des implications économiques, diplomatiques et sécuritaires. De plus, toute crise régionale surviendrait dans un moment de forte tension mondiale, avec des rivalités entre grandes puissances déjà présentes dans plusieurs régions du globe. Cette combinaison de facteurs rend le scénario international actuel particulièrement complexe, car plusieurs systèmes de rivalité sont actifs en même temps. Conflits régionaux, rivalités économiques, transformation structurelle de l'ordre mondial. Aucun de ces facteurs, pris isolément, ne détermine l'avenir. Mais ensemble, ils créent un environnement d'incertitude stratégique profonde. Et lorsque le système international entre dans ce type de phase, différents chemins deviennent possibles. Certains mènent à la coopération, d'autres à l'escalade des rivalités. C'est pourquoi de nombreux analystes considèrent que nous vivons un moment décisif de l'histoire contemporaine. Un moment où l'architecture globale du pouvoir est en train d'être redéfinie. Le résultat de cette transformation n'est pas encore déterminé, mais ses conséquences pourraient façonner le système international pour les décennies à venir. Peut-être est-ce la question centrale qui émerge de toute cette analyse. Le monde parviendra-t-il à réorganiser son ordre international de manière pacifique? Ou sommes-nous simplement au début d'une nouvelle ère de rivalité entre grandes puissances? La réponse, comme souvent dans l'histoire, dépendra des choix faits dans le présent. Au fil de l'histoire, de nombreux événements ont été enregistrés. Mais d'autres ont disparu avec le temps. Manuscrits perdus, récits oubliés, preuves qui ne nous sont jamais parvenues. Mais cela soulève une question inévitable. Combien de vérités de l'histoire connaissons-nous réellement? History secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Il existe un récit très populaire sur l'histoire économique des États-Unis. Il est souvent résumé par une expression connue dans le monde entier: le rêve américain. Selon ce récit, n'importe qui pouvait partir de rien, travailler dur, être créatif, et finalement construire une immense fortune. Pendant des décennies, les histoires de grands entrepreneurs ont été utilisées comme exemple de cet idéal. Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller. Ces noms sont devenus des symboles de l'ascension économique américaine. Vanderbilt a construit un vaste empire ferroviaire. Carnegie a dominé l'industrie de l'acier. Rockefeller a transformé le pétrole en l'une des plus grandes fortunes de l'histoire. Mais l'émergence de ces géants économiques soulève aussi une question intéressante. Comment des individus ont-ils réussi à contrôler des secteurs entiers de l'économie? Des industries complètes. Les chemins de fer, l'acier, le pétrole, la finance. La réponse implique plusieurs facteurs historiques. Une industrialisation accélérée, des technologies émergentes, des marchés en expansion rapide, et aussi des structures financières de plus en plus complexes. À la fin du XIXe siècle, les États-Unis ont traversé une période connue sous le nom d'ère des monopoles, ou Gilded Age. Durant cette période, de grands conglomérats industriels ont commencé à dominer des marchés entiers.
Les entreprises absorbaient leurs concurrents, formaient des trusts et établissaient une immense influence économique. Dans le même temps, le système financier se transformait également. De grands banquiers comme J.P. Morgan ont joué un rôle central dans l'organisation du capital et la stabilisation des marchés. Ce processus a conduit à la création d'institutions financières importantes. Parmi elles, le système de la Réserve fédérale au début du XXe siècle. Un autre moment décisif s'est produit après la Seconde Guerre mondiale. En 1944, des dirigeants internationaux se sont réunis pour créer un nouveau système monétaire mondial. Ce système est devenu connu sous le nom de Bretton Woods. Il établissait que le dollar américain serait la principale monnaie de réserve internationale, et que le dollar serait lié à l'orgue. Pendant quelques décennies, cet arrangement a contribué à stabiliser le système financier mondial. Mais en 1971, le président Richard Nixon a annoncé la fin de la convertibilité du dollar en aurait. Le système monétaire international a alors commencé à fonctionner avec des monnaies fiduciaires pures. Dans ce nouveau système, la valeur de l'argent dépendait principalement de la confiance dans les gouvernements émetteurs et dans la stabilité économique. Dans le même temps, un autre élément a renforcé le rôle mondial du dollar. Le commerce international du pétrole. Une grande partie des transactions énergétiques a commencé à être réalisée en dollars. Cet arrangement est devenu connu sous le nom de système du pétrodollar. Ces mécanismes ont contribué à consolider le rôle central des États-Unis dans l'économie mondiale au XXe siècle. Mais ils ont aussi suscité des débats sur la concentration du pouvoir économique. De grandes entreprises, des institutions financières mondiales et des réseaux technologiques émergents ont commencé à exercer une influence croissante. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, une nouvelle génération de géants économiques est apparue. Des entreprises technologiques, des plateformes numériques, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche. Certaines d'entre elles se sont développées à partir de technologies initialement créées dans des contextes académiques ou gouvernementaux. Ce phénomène a alimenté de nouvelles discussions sur le rôle de l'innovation technologique. Dans quelle mesure les avancées technologiques proviennent-elles d'initiatives privées? Et dans quelle mesure dépendent-elles de recherches financées par des gouvernements ou des institutions publiques? L'histoire d'Internet illustre bien cette dynamique. L'infrastructure initiale du réseau a été développée à partir de projets de recherche financés par le gouvernement des États-Unis. Par la suite, des entreprises privées ont transformé cette technologie en plateforme mondiale. Ce type d'interaction entre l'État, la science et le marché a été courant à différents moments de l'histoire économique. De nombreuses avancées technologiques sont issues de programmes publics de recherche, puis ont été adaptées à des applications commerciales. Au fil du temps, ces transformations ont profondément façonné l'économie mondiale. De nouveaux secteurs industriels, de nouvelles formes de communication, de nouvelles structures de pouvoir économique. Mais elles ont aussi soulevé des questions importantes. Qui contrôle les technologies fondamentales? Qui définit les règles du système financier? Et comment équilibrer l'innovation avec une distribution équitable des opportunités? Ces questions restent au cœur du débat sur l'avenir de l'économie mondiale. À mesure que de nouvelles technologies émergent et que les systèmes financiers évoluent, la relation entre pouvoir économique et pouvoir politique demeure l'un des thèmes les plus complexes de l'histoire moderne. Peut-être que la véritable leçon de cette histoire est que les systèmes économiques ne sont jamais statiques. Ils évoluent, s'adaptent, et passent parfois par des transformations profondes. Et chacune de ces transformations redéfinit à nouveau la question qui accompagne toutes les sociétés modernes. Qui contrôle réellement le pouvoir économique? Lorsque nous observons le développement de l'économie moderne, nous constatons que de grands cycles de croissance sont souvent suivis de périodes de crise. Ce schéma s'est répété à de nombreuses reprises au cours des 2 derniers siècles. Des expansions économiques rapides, des bulles financières, puis des effondrements qui redéfinissent le système. L'un des exemples les plus marquants s'est produit en 1929. Le krach de la bourse de New York a déclenché l'une des plus grandes crises économiques de l'histoire. Des millions de personnes ont perdu leur emploi. Des banques ont fait faillite. Des entreprises ont disparu. Cet événement est devenu connu sous le nom de Grande Dépression. Des crises de ce type,
révèlent souvent des fragilités structurelles du système économique. Concentration des richesses, endettement excessif, marché hautement spéculatif. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde a tenté de créer des mécanismes pour éviter des crises similaires. Des institutions internationales ont été fondées. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le système de Bretton Woods lui-même. Ces structures visaient à apporter une plus grande stabilité au système financier mondial. Pendant quelques décennies, ce modèle a contribué à une période de croissance économique relativement stable. Mais au fil du temps, de nouvelles pressions sont apparues. Une mondialisation accélérée, une expansion du crédit, une intégration financière internationale. Ces transformations ont accru la complexité du système économique. Les marchés financiers sont devenus de plus en plus interconnectés. Des crises autrefois régionales ont commencé à avoir un impact mondial. La crise financière de 2008 a été un exemple clair de cette nouvelle réalité. Des problèmes sur le marché immobilier américain se sont rapidement propagés aux banques et aux institutions financières du monde entier. Les gouvernements ont dû intervenir pour éviter des effondrements encore plus graves. Ces épisodes renforcent une caractéristique centrale du système économique moderne. Il dépend profondément de la confiance. Confiance dans les institutions. Confiance dans les monnaies. Confiance dans les marchés. Lorsque cette confiance est ébranlée, des réactions en chaîne peuvent se produire. Les investisseurs retirent leurs capitaux, les banques restreignent le crédit. Les entreprises réduisent leurs investissements. Le résultat peut être un ralentissement économique généralisé. Mais les crises génèrent aussi des changements structurels. Après la Grande Dépression, de nouvelles régulations financières ont émergé. Après la crise de 2008, les banques centrales ont adopté des politiques monétaires plus agressives. Et aujourd'hui, de nouvelles discussions sont en cours sur l'avenir du système économique. Parmi les thèmes les plus débattus figurent les transformations technologiques, les monnaies numériques, l'intelligence artificielle, l'automatisation. Ces innovations peuvent profondément modifier la manière dont la richesse est créée et distribuée. Les entreprises technologiques sont devenues certaines des institutions les plus influentes de la planète. Elles contrôlent des plateformes utilisées par des milliards de personnes, gèrent des flux d'informations et accumulent d'énormes quantités de données. Ce nouveau scénario soulève des questions importantes sur la gouvernance économique. Comment équilibrer l'innovation avec une concurrence équitable? Comment éviter une concentration excessive du pouvoir? Comment garantir que les bénéfices technologiques soient largement distribués? Les gouvernements du monde entier tentent de répondre à ces questions. Certains plaident pour une régulation accrue des grandes plateformes technologiques. D'autres soutiennent que l'innovation doit se produire avec une intervention minimale. La réalité nécessitera probablement une forme d'équilibre. La technologie continuera d'avancer, les marchés continueront d'évoluer, et les institutions devront s'adapter à de nouvelles conditions. S'il y a une constante dans l'histoire économique, c'est qu'aucun système ne reste exactement le même très longtemps. Les monnaies changent, les institutions changent, les centres de pouvoir économique se déplacent. Au fil des siècles, le monde a déjà été témoin de l'ascension de plusieurs puissances économiques. Des empires commerciaux méditerranéens, des nations maritimes européennes, des révolutions industrielles, et plus récemment, la mondialisation numérique. Chaque période a apporté de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités. De nouveaux modèles d'organisation économique ont émergé, et les sociétés s'y sont adaptées. Peut-être que le moment actuel n'est qu'un autre chapitre de cette longue histoire de transformation, une période où les technologies émergentes, les changements géopolitiques et de nouveaux modèles économiques redessinent la carte du pouvoir mondial. Le résultat final reste incertain, mais une chose semble claire. L'économie du futur sera probablement très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Et comme cela a toujours été le cas dans l'histoire, ceux qui comprendront le mieux ces changements auront une plus grande capacité à naviguer dans ce nouveau scénario. Parce qu'au final, les systèmes économiques sont le reflet des sociétés qui les créent, et les sociétés sont toujours en mouvement.
Au fil de l'histoire, de nombreux événements ont été enregistrés. Mais d'autres ont disparu avec le temps. Manuscrits perdus, récits oubliés, preuves qui ne nous sont jamais parvenues. Mais cela soulève une question inévitable. Combien de vérités de l'histoire connaissons-nous réellement? History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.